Vous êtes sur Guérit TV Monde et vous avez raison, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions de ce vendredi 28 janvier 2022. Achille Ossou, bonsoir. Bonsoir, Chamsdine Badarou. Gaspard Diamonsi. Bonsoir, Chamsdine. Nous sommes encore là ce vendredi. On va démarrer par votre ami toujours, retour au pays effectif et au Parlement de l'honorable Afobo Tidjani alias Soui. Gaspard Diamonsi. Oui, Chamsdine Badarou, je crois qu'on avait évoqué le sujet ici en annonçant son probable retour au pays après, je dirais, un petit exil volontaire, puisque personne, en réalité, à mon avis, ou en tout cas pour ce que je sais, personne l'avait en tout cas inquiété. Mais après les déclarations que tout le monde connaît, un peu avant les élections présidentielles, il a choisi, n'est-ce pas, la voie de l'exil. Et donc, il y a quelque temps, les gens avaient annoncé sa venue au pays. Et bon, cela a suscité quelques débats, quelques polémiques, mais nous avons fait le constat il y a quelques jours que l'honorable Afobo Tidjani alias Soui est effectivement rentré au pays. On en veut pour preuve qu'il y a, je crois, environ 2 semaines, si je ne me trompe, il a été même décoré à l'Assemblée nationale, il a été admis dans l'ordre du mérite du Bénin. Et cela prouve donc que l'honorable est bien rentré, qu'il n'est pas inquiété. Est-ce qu'il était inquiété auparavant? Je n'en sais rien. Quels sont les deals qui ont été conclus pour que finalement il rentre au pays? Nous n'en savons rien. Si on parle de deal pour qu'il rentre au pays, c'est comme si quelqu'un l'avait renvoyé du pays. Donc j'imagine qu'il est parti librement et qu'il est encore rentré librement. L'essentiel, c'est que certains avaient craint pour sa sécurité, certains avaient craint qu'il ne soit arrêté. Pour quel motif, je n'en sais rien. En tout cas, il est là. Et désormais, il a repris le chemin de l'Assemblée nationale. Cela prouve donc qu'il n'était pas inquiété, qu'il peut vaquer à ses occupations. Cela prouve que, bon, on n'est pas pour autant inquiété pour ses opinions dans le pays, comme certains tentent de le dire. Bon, il a été admis comme ses autres collègues députés dans l'ordre du Bénin. Bon, qu'est-ce que il a fait quoi pour mériter ce titre? La question se posera sur l'ensemble de ceux qui ont été décorés, si vous posez la question sur le cas du député, simplement. Mais il faut dire que c'est cela, les lois de la République. Vous me poserez la question de savoir peut-être pourquoi, dès que quelqu'un est élu président de la République, au moment de la prestation de serment, il est reçu dans l'ordre du Bénin. Voilà, donc ce sont les lois qui ont prévu cela. Dès que vous êtes élu, vous avez le droit à être admis dans un ordre. Et donc c'est la loi qui a été appliquée. Ce n'est pas un mérite particulier, c'est peut-être le mérite d'avoir fait la campagne, d'être élu député. Je n'en sais rien, c'est ce que les lois ont dit, c'est ce qui a été appliqué. Achille Ossou, Soui, il est entré, il est revenu à la maison. Bon, comme si rien n'était. Oui, mais il est revenu comme s'il était parti. Puisqu'il n'avait averti personne avant de quitter le territoire national. Bon, je crois aussi qu'il n'a demandé l'avis de personne avant de revenir. Nous avons constaté qu'il ne répondait plus pour les activités au Parlement. Et c'est comme ça que, bon, ça a fusé que Soui n'était plus au Bénin. Il est revenu, nous avons constaté qu'il est revenu. Alors, et je crois que dans nos analyses ici, nous avions déjà dit que il serait important que Soui prenne la parole pour nous dire pourquoi, entre-temps, il avait quitté le pays. Est-ce que c'était de façon volontaire? Est-ce que c'était pour des occupations particulières? Est-ce que c'était effectivement comme cela a été agité sur les réseaux sociaux parce qu'il était inquiété? Est-ce que sa sécurité était effectivement menacée? Il va falloir que le député éclaire l'opinion nationale sur les raisons de son absence au Parlement. Bon, nous l'avons vu, il a été décoré, mais depuis là, il s'est mué dans un silence qui ne dit pas son nom. Je crois qu'en tant qu'élu de la nation, il doit se donner le devoir donc d'informer. Et nous qui sommes peut-être, si nous nous permettons donc de le dire, ces mandants, ils devraient donc nous dire pourquoi entre-temps
il avait disparu de la scène. D'accord, avant de poursuivre cette émission, on me signale déjà du côté de la régie que le spiritualiste Maître Dao est déjà en ligne au téléphone de Guérit TV Monde. Maître Dao, bonsoir. Bonsoir, monsieur Charles Badaro. Je suis sur le plateau avec Gaspard Adjamossi et Achille Osso. Gaspard, Maître Dao. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Monsieur Achille Osso, bonsoir. Bonsoir, maître. Comment est-ce que vous allez bien, ma famille? On rend grâce à Dieu. Grâce à Que Dieu. la bénédiction soit sur vous, que la paix soit dans vos cœurs. Amen. Maître. Amen. Mais pourquoi vous deux, vous parlez en synchronisation en répondant? Maître Dao, avant de parler de votre événement du 26 février prochain, on va vous demander de remercier d'abord vos clients ou vos amis, les amis du cabinet Maître Dao, ceux qui ont pris part à l'événement du décembre passé. D'abord, je vous dis merci à Guérit TV Monde qui a accompagné l'événement du début jusqu'à la fin. C'est mieux que Guérit TV Monde, nous on n'aura pas le succès qu'on a parce que Guérit TV Monde a permis à tout le monde d'être informé respectivement dans leur maison. Donc merci à Guérit. Merci aussi aux deux journalistes qui sont sur le plateau, plus le troisième qui n'est pas venu aujourd'hui, qui n'ont aménagé aucun effort pour accompagner l'événement. Je dis merci à Jérôme, le journaliste, Jérôme, l'écrivain. Je dis merci à Wild TV Monde, Guérit TV Monde. Merci à toutes les télévisions en ligne qui m'ont accompagné, l'ORTB, Gov TV, Canal 3, LC2, partout où je suis passé pour mes communications. Merci. Et merci à la population du Bénin qui écoute ma voix et qui viennent toujours répondre. Monsieur Tamzi, le jour où ils étaient venus au séminaire, ils ont payé 5 000 francs pour entrer. Et c'est la nuit, à 22 heures, jusqu'à l'aube, des mères de famille, des pères de famille, des gens mariés qui ont laissé leur foyer pour venir assister à un séminaire. On ne peut que leur dire merci. Ça prouve que ce qu'on a commencé depuis 2008, le 11 avril 2008 jusqu'à aujourd'hui, continue d'avoir son effet. Et c'est n'eût été vous, n'eût été Goff, n'eut été tous les organes de presse de la communication du Bénin. Et merci à Vitali Bouton, qui est à l'Assemblée nationale, qui m'accompagne de tous les jours pour l'événement que j'ai toujours fait. Donc, monsieur Chamsi, que Dieu vous bénisse, qui bénit encore votre organe de presse. Amen. Que nous, soit pour vous et soit pour tous les journalistes du Bénin. Oui, et Maître Dao, comme d'habitude, vous êtes toujours au service des Béninois, n'est-ce pas? Puisque vous avez déjà pensé à faire autre chose pour le bien-être de la population. Exactement. Nous avons compris qu'aujourd'hui, les gens ont 85% de divorce. On ne sait plus pourquoi une femme quitte un homme, pourquoi un homme quitte un homme. Donc, on a compris que c'est l'œuvre des mauvais esprits diaboliques qui sont en train d'entrer dans les foyers. On a compris ça. Et pour finir avec ces esprits, on a voulu organiser un séminaire le 26 février à partir de 10 heures. C'est un samedi, dans la grande salle de rôle des Arts de Cotonou. On a compris que le Bénin aujourd'hui souffre de deux choses. La première, c'est manque de confiance. Et deuxième, on prend femme à crédit. Les maris, les hommes prennent femme à crédit. Mais quand ils payent leur moto, ils payent leur voiture, ils réclament les papiers. Mais la femme, ils n'ont jamais réclamé. Ils ne certifient pas le foyer, en fait. Et le foyer reste à crédit. On va finir avec ça. Et on a constaté aussi que l'adultère bat son plein. Quand on parle d'adultère, les femmes ont beaucoup de maris aujourd'hui sur les internets. Ils ont trop de bébés sur les Facebook, sur WhatsApp, tout. On est au foyer, mais on prend l'argent d'autrui. On commet des d'adultère. C'est une malédiction pour l'homme qui n'évolue pas. Parce que la réussite d'un homme, monsieur le journaliste, fait partie de la réussite. La réussite d'un homme, c'est d'abord la réussite au foyer. La paix au foyer qui donne la réussite d'un homme dans sa vie. Si un homme échoue en ville, regardez-le bien. Dans son foyer, il n'est pas heureux. Si vous voyez quelqu'un réussit, il est épanoui, il vit bien, il faut voir que dans son foyer, il est heureux. Donc, on a d'abord l'application de base qu'on appelle les compréhensions de base qui est le foyer, doit être d'abord mise au pied. C'est qu'on doit renforcer nos foyers et c'est ce conseil que nous voulons intriguer à tous ceux qui vont venir au séminaire le 26 février prochain à partir de 10h jusqu'à 18h dans la grande salle de rôle des Arts. On a compris que le Bénin souffre. Mais le Bénin ne souffre pas d'autre chose que de la paix du cœur. Et que la paix du cœur vient d'abord de deux personnes qui se sont unies pour la vérité et qui restent unies pour toujours. Donc, orientons-nous vers, regardons un peu nos foyers et mettons la paix. Et je peux vous citer trois choses qui peuvent donner la paix au foyer. La première des choses, c'est la communication.
Quand dans votre foyer, vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas, vous jouez au dictateur. Le papa dit c'est ma chose. Non, dans un foyer, on dit c'est notre chose. La maman dit c'est ma chose. Non, dans un foyer, on dit c'est notre chose. Parce que M. Shamsi Badarou n'a pas quelque chose qui ne n'est pas pour sa femme. La femme de Shamsi Badarou n'a pas quelque chose qui ne n'est pas pour lui. Donc les deux doivent rester unis pour toujours. Deuxième chose, mensonge. Quand on ment beaucoup dans le foyer, ça fait échouer le foyer. Il ne faut pas baser sa vie sur le mensonge sur le foyer, ou bien pour se faire plaire. Pour coucher avec sa femme, on dit je vais te donner Tigan, je vais te payer Mazin, je vais te payer portable iPhone 12, iPhone 14. Alors que tu sais que le fruit de Dieu que Dieu a mis là, on ne peut pas promettre quelque chose avant de prendre. La femme doit savoir que son devoir, c'est de satisfaire son mari. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Elles ne savent pas satisfaire le mari. Elles ne savent pas faire autre chose. Elles ne font que écouter les visages de copines qui sont dehors. Il faut qu'on décourage ça. Et troisième chose, pour finir, les conseils que nous veut donner. Comment purifier les femmes au foyer qui ont commis d'adultère? Comment purifier les hommes au foyer qui ont aussi commis d'adultère? Parce que les deux ne sont pas... personne n'est propre. Je peux dire personne n'est propre. Mais Dawa a pris l'initiative d'aider les femmes, d'aider aussi les hommes pour que la paix règne dans les foyers, pour que la paix règne dans le Bénin. Parce que si le Bénin doit évoluer, le Bénin doit être Bénin promettant, ou bien Bénin émergent, ou bien Bénin révélé, les foyers doivent être révélés d'abord. Quand les gens ne sont pas révélés chez eux, le Bénin peut être rose, mais à l'intérieur sera du trouillard. Ça ne sera pas comme ça. Parce que c'est les foyers qui maintiennent l'équilibre de la société. C'est les foyers qui permettent à l'économie de s'accroître, d'évoluer. Si les foyers ne sont pas en paix, on ne peut pas aller à l'extérieur ramener de l'argent. On ne peut pas vendre au marché. On ne peut pas avoir la paix du cœur dans la société. Maître Dao. Le Bénin est lié. Ça fait partie aussi du manque de paix de foyer qui fait que vous-même, vous touchez jusqu'au chef de l'État, c'est jusqu'au ministre, le député, vous allez voir toujours pépant. Maître, est-ce que vous nous écoutez? Je vous écoute correctement. Voilà, nous avons compris que vous êtes totalement emporté là et nous voudrions que vous réserviez le reste pour ceux qui seront au séminaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre dernier mot? Non, je dirais simplement à vous, les trois journalistes qui êtes sur le plateau, merci pour l'effort que vous fournissez, parce que vos débats sont suivis partout. Donc, vos débats sont poignants et touchants. Que Dieu vous garde, qu'il vous donne encore plus d'inspiration, que vous continuez d'inviter d'autres journalistes plus forts pour renforcer l'équipe. Deuxième chose pour finir, c'est le moment, c'est le merci et que les Béninois se comprennent entre eux, qu'il y ait beaucoup de combinaisons, beaucoup de dialogue, la paix va régner dans ce pays. Merci à vous, Maître Dao. Je rappelle que vous êtes spiritualiste et patron, visionnaire international, spiritualiste visionnaire international, et vous êtes le promoteur du cabinet Maître Dao. Vous étiez donc... L'initiateur du PAP, voilà. Merci beaucoup, c'est définitivement terminé avec vous, Maître Dao, pour le compte de cette émission en ce qui concerne votre intervention. Je rappelle également que Maître Dao organise un autre séminaire le samedi 26 février 2022, le 26 février prochain. Donc, prenez le rendez-vous. L'entrée, Maître Dao a oublié de le dire certainement, l'entrée est à 2000 francs en CFA. Voilà, nous allons y revenir très très prochainement. Le troisième sujet à présent, nous allons parler de la lettre ouverte qu'un militant PRD a donc adressée. Ce dernier réclame une journée de réflexion. Puisque vous êtes un ancien membre du PRD, qu'est-ce qui se passe dans votre... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, nous sommes dans la posture donc, de journaliste. C'est pour analyser l'actualité politique. Et c'est vrai que c'est un sujet croustillant parce que cela a agité la toile toute la semaine. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'ancien chargé de mission et en même temps ancien deuxième adjoint au maire de la commune de Dangbo, Julien Gossou-Bodé, militant du Parti du Renouveau démocratique, a pris l'initiative d'envoyer une lettre ouverte aux responsables du parti, en particulier à son président, le président Adrien Ngwedi, pour réclamer l'organisation d'une journée de réflexion afin donc que certaines questions touchant à la vie du parti soient abordées, notamment les relations entre
le PRD et le président Patrice Talon et aussi d'autres questions donc, de ce genre. Je crois que le mérite donc, de ce militant du Parti du Renouveau démocratique, c'est d'avoir osé poser le sujet, d'avoir osé donner de la voix de l'intérieur du parti, parce que ce qui est un peu rare à l'intérieur du Parti du Renouveau démocratique, c'est qu'on ne trouve pas un courant critique. C'est à croire que tout le monde s'aligne sur la position du chef et il n'y a pas donc de débat, il n'y a pas ça ne discute pas. Alors que un parti aussi vieux que le Parti du Renouveau démocratique, qui se voudrait être une école politique, devrait permettre à ses militants de s'éclater et donc de vivre la démocratie à l'interne. Et donc, par rapport à ça, je crois que pour une première, peut-être, parce qu'il y a un des responsables qui a pris contact avec nous et qui a dit qu'effectivement, que c'est pour la première fois qu'on constate une pareille initiative et que ce qui a été dit, ce n'est pas faux. Peut-être que ce qui gêne, c'est qu'on n'a jamais vu ça et qu'on appelle le militant choisisse cette stratégie de poser son problème et que c'est ça qui les gêne. Et alors, ce qu'on pouvait donc aussi dire, c'est pourquoi ça devait gêner si nous sommes dans un parti et qu'on sait que lorsque des problèmes se posent, on devrait les poser. Pourquoi on devait reprocher la manière? Alors, donc, aujourd'hui, en fait, on devrait dire que c'est important que le problème soit posé et ça permet peut-être de savoir qu'à l'intérieur du parti, tout le monde n'applaudit pas. Il y a donc des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui ne sont pas contents de la manière dont les choses se passent. Et il est important donc qu'au lieu donc de se fâcher, on devrait donc ramener la balle à terre et mieux réfléchir pour voir, puisque cela dépend de la vie et de l'avenir du parti. Gaspard Diamossi, j'ai reçu même dans ce studio par téléphone, le monsieur en question, Julien Agossou Bodé, et pour lui, le PRD n'est pas franc avec Talon. Bon, je le laisse à sa déclaration. Il est à l'intérieur du parti, il vit les réalités du parti, il connaît, Maître Adrien Ngwedji, il connaît les responsables du parti. C'est lui seul qui sait pourquoi il a parlé ainsi. Ce que moi je voudrais dire déjà par rapport à sa lettre ouverte, c'est que je commence par m'interroger parce que le courrier est adressé au président du parti, c'est-à-dire à Maître Adrien Ngwedji et aux responsables à divers niveaux. Et ça évoque un certain nombre de dysfonctionnements, ça fait un certain nombre de propositions. Mais quand vous prenez la personne, M. Julien Agossou Bodé, il a été chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Il a été deuxième adjoint au maire d'Ambo, je crois. Il est, je ne sais pas s'il est, je ne connais pas ce qu'il est hiérarchiquement dans les instances du parti. Mais je m'interroge parce que quand il y a un problème de cette nature-là, c'est d'abord à l'intérieur qu'on essaie de régler ces dysfonctionnements. C'est peut-être un courrier fermé ou confidentiel envoyé au président Adrien Ngwedji. Maintenant, pourquoi? Parce que la lettre ouverte, c'est que le débat a été emmené à l'extérieur. Est-ce à dire que le débat a été mené de l'intérieur, que ça n'a pas marché? C'est pour ça que le débat est sorti, parce que la lettre ouverte n'a pas été adressée uniquement au président Adrien, c'est une lettre qui a été publiée dans les médias. Ça veut dire que le combat a été peut-être vain à l'intérieur et il a jugé utile d'amener le débat au niveau de l'opinion publique. Ce qui suppose donc qu'aujourd'hui, il y a un malaise. Il y a un malaise au niveau du parti, il y a un malaise au niveau de la gestion du Parti du Renouveau démocratique, parce que celui qui emmène le débat à l'extérieur, certainement est quelque part déçu, est peut-être en rupture de banc avec le parti. Donc, le premier constat que je fais, c'est qu'il y a un malaise. Le second constat, c'est qu'il ne faut pas banaliser. J'ai suivi Achille Oussou tout à l'heure qui parlait de poser le problème, de chercher des solutions. Il a parlé de débat à l'intérieur de la formation politique, de courant, de débat contradictoire à l'intérieur du parti. J'ai un peu comme l'impression que les gens refusent justement ce débat-là, puisqu'on dénie par exemple aux militants le droit
de dire ce qu'il a dit, alors qu'un militant qui est dans un parti politique peut ne pas être d'accord avec des décisions qui sont prises, peut ne pas être d'accord avec la manière dont le parti est géré, et peut donc librement s'exprimer et dire je ne suis pas d'accord. Mais quand on dit non, si tu dois dire ça, il faut quitter le parti, ça veut dire que quelque part, on rentre dans le despotisme dans ces partis politiques où ce qu'on reproche à certains, c'est ça qu'on tente de faire, c'est-à-dire que c'est la pensée unique. Quand le chef dit ou bien quand un groupuscule dit, tout le monde doit s'abaisser et suivre. Je ne pense pas qu'on puisse gérer un parti de cette façon-là. Et quand vous lisez, puisque j'ai lu la lettre ouverte en large la lettre ouverte, il a identifié un certain nombre de choses. Il a dit qu'au préalable, avant de faire l'université de vacances ou le congrès qui a eu lieu, qu'il fallait déjà faire ce débat, qu'il fallait déjà faire ce qu'il a proposé là, ce dialogue-là, et essayer d'arrondir les angles. Il a identifié un certain nombre de choses. La rupture, oui, les petits problèmes qu'il y a eu entre le PRD et le président Talon, il a essayé d'expliquer. Et aujourd'hui, il pense que le parti doit véritablement se réconcilier avec le président Talon parce qu'il estime que ce qui se fait actuellement, c'est une réconciliation de façade qui ne va pas en profondeur. Bon, c'est pour ça, justement, Achille Osso qui parle de le PRD n'est pas franc avec, voilà. avec le président. Mais je crois bien parce que le PRD est dans une position presque ambiguë avec le président Patrice Talon. On ne sait pas si il est un partenaire total ou un partenaire mi-figue, mi-raisin. Donc, c'est vrai que nous voyons le PRD organiser un certain nombre d'activités pour montrer qu'il est avec le président Patrice Talon, mais dans le même temps, nous savons quelles ont été les prises de position du PRD sur certaines questions liées à la gestion, à la gouvernance du président Patrice Talon. Et donc, l'un dans l'autre, on constate que il y a un problème peut-être de franchise, de sincérité dans les relations. Et si c'est un militant de cet acabit, de ce rang-là qui pose le problème, il va falloir que cela soit pris au sérieux et que les responsables travaillent à donner, en tout cas à faire le débat, à poser le problème, à faire le débat pour qu'ensemble ils puissent trouver la meilleure façon donc, de collaborer. Et ce qui gêne tout de suite, c'est la réaction de la session de Dangbo par rapport à cette lettre ouverte de Julien Agosso-Bodé, où déjà on trouve qu'il n'a pas consulté la session avant de réagir. Vous voyez que déjà ça montre qu'il y a un véritable malaise au sein du parti. Ce n'est pas parce qu'on appartient au parti donc qu'on doit être soumis. Il faut quand même que, et on parle d'un parti démocratique, c'est le seul d'ailleurs depuis 30 ans. Et donc je crois que c'est ce parti qui doit donner l'exemple du débat interne. Donc, et par rapport à ça, nous pensons que ce que le militant a fait, c'est un pas important par rapport à la vie du parti, le parti de renouveau démocratique, parce que n'oubliez pas qu'à la veille de l'université de vacances ou même du congrès, les thèmes qui avaient été choisis avaient fait objet donc de débat sur notre plateau ici. On avait trouvé que le PRD avait mieux à dire, mieux à faire que d'aller donc se pencher sur ces questions-là. Et je crois que c'est comme si de l'intérieur, les mains ont commencé donc pas à agiter les vrais problèmes. Nous allons poursuivre le débat. Le quatrième sujet, annulation par la FBF de la mesure conservatoire prise contre le président de l'Autopopo, Gaston Zoussou. On en parlait il y a quelques jours sur ce plateau. Bien sûr. Bon, moi, ça me fait marrer, honnêtement, ça me fait marrer. Parce que j'ai l'impression qu'on gère le football comme une épicerie, quoi. C'est parce que, voilà un président de club qui est monté au créneau et qui a dénoncé des faits. On ne sait pas a priori s'il a raison ou pas, parce que nous ne sommes pas des acteurs du football, des acteurs du moment. Mais n'empêche, il a dénoncé l'arbitrage. Et nous savons aujourd'hui que l'arbitrage est une plaie au niveau de notre football, puisque beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer cet état de choses. À la suite de cela, la Fédération béninoise de football s'est saisie du dossier et l'a sanctionné. Ils ont pris une mesure conservatoire, l'interdisant de stade, jusqu'à ce que la commission d'éthique et de discipline siège pour
pour que s'il y a sanction, qu'il y ait sanction, pour que s'il n'y a pas sanction, qu'il n'y ait pas sanction. Mais la commission de discipline, en tout cas pour ce que je sais, n'a pas encore siégé. La commission d'éthique n'a pas encore siégé. Et c'est cette même fédération... Vous travaillez à la FBF? Justement, la levée de la sanction n'est pas le fait d'une réunion de la commission de discipline ou de la commission d'éthique. C'est la même fédération qui a fait machine arrière en retirant. Oui, puisque c'est une mesure conservatoire et quelqu'un qui sanctionne est libre de lever la sanction. La mesure conservatoire dit jusqu'à ce que ces commissions-là statuent. Bon, ils se sont rendus compte peut-être qu'ils se sont trompés, ont fait machine. On ne peut pas leur reprocher ça. Mais je dis, cette manière de gouverner, cette manière de gérer, je dis que c'est au pifomètre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'on nous explique alors ce qui a changé entre la déclaration, la sanction et le retrait de la sanction. Qu'on nous dise pourquoi on a levé la sanction. On peut lever une sanction, oui, mais ça ne prouve pas... qu'on ait l'honnêteté de reconnaître alors qu'on a eu tort. Ça ne prouve pas que la FBF... ou bien Gaston Josso, qu'il a eu raison. Je suis d'accord, mais peut-être c'est pour l'avenir, à cause de l'avenir de ces enfants. Ils ont parlé de discrédit en prenant la mesure conservatoire jetée sur la fédération. Maintenant, qu'on nous vienne nous dire, peut-être on s'est trompé. Non, on ne s'est pas trompé, mais on le pardonne. C'est pour ça que nous avons retiré. Mais il n'y a rien eu de tout ça. On vient nous annoncer tout simplement que la mesure est retirée. Oui, Achille Osso, vous comprenez mieux certainement. Non, moi je comprends mal. Non, mais je vous surprendrai peut-être en disant que je suis d'accord avec Gaspard. Vous comprenez mal aussi alors. C'est à croire que, écoutez, bon, en tout cas, pour le moment, je crois que le président de la Fédération béninoise de football, monsieur Mathurin Deschacus, aura peut-être la fleur du jour, parce que peut-être qu'il a compris que ce qui a été fait ne répond pas aux normes et il a agi. C'est ce que je comprends. Qu'est-ce qui ne répond pas aux normes? Une décision... Je ne voudrais pas encore me mettre dans les explications que Gaspard a déjà données tout à l'heure. Lorsque vous prenez une décision, la décision a été prise au nom de la fédération et la fédération a renvoyé à la consultation d'un certain nombre d'instances. Et la dernière décision qui a été prise a constaté donc que ces instances-là ont été smashées. Et c'est ça le problème qui se pose. Seulement que, bon, en tout cas, nous avons déjà dit ici que la décision qui avait été prise n'était pas une décision qui favorise le sport béninois et qu'il fallait donc revoir. Ça a été revu et je crois que, bon, on ferait peut-être mieux. On a levé la sanction et vous trouvez encore que elle est mauvaise. Non, mais de nous en tenir à cela, nous remercions peut-être le président de la fédération pour avoir pris ses responsabilités et peut-être qu'entre-temps, nous avons été peut-être aussi écoutés. Et si tel est le cas, nous le remercions pour avoir tiré peut-être leçon de ce qu'on avait déjà dit ici par le passé par rapport à ce dossier-là. Et je voudrais pour finir dire que, écoutez, aujourd'hui, la façon dont la CAN se déroule nous permet de savoir quel est le malaise du football africain et en particulier du football béninois. L'arbitrage pose problème. Vous avez vu, entre le Mali et la Guinée équatoriale, nous avions parlé entre-temps de celui-là qui avait sifflé la fin du match à 85 minutes, qui est revenu, qui a encore sifflé avant la fin du temps réglementaire, alors qu'il y a eu des changements. Aujourd'hui, c'est un penalty. Et pourtant, il est allé consulter donc la VAR et qui devait lui permettre de prendre la bonne décision. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, quand quelqu'un prenne sur lui la responsabilité en tant que président de club de dire que ça ne va pas et qu'on le sanctionne, ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas se corriger. Et donc, je crois que la Fédération béninoise de football
ferait mieux de revoir les choses à l'interne pour le bon fonctionnement. Sur le Très- sujet, très- je voudrais très- dire très juste rapidement, un petit très mot. rapidement. En fait, l'impression que moi j'ai eue, c'est peut-être qu'il faut tirer un coup de chapeau au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, parce que l'impression que j'ai eue, c'est comme si la décision de retirer la sanction, c'est comme un désaveu pour certains. J'ai l'impression que le président est venu corriger quelque Exactement. chose, parce qu'on a l'impression que la décision de la sanction a été prise par une instance, mais que le retrait de la sanction, c'est le président de la fédération qui a pris la responsabilité. Exactement. Peut-être qu'il a constaté que quelque chose ne va pas et qu'il a cherché à corriger. Bon, on lui sait gré de ça et on espère que les choses vont se corriger davantage au niveau de la gestion de notre football. Le dernier sujet, vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais je crois que nous pouvons évoluer. D'accord, nous allons poursuivre l'émission, les grandes contradictions. Le 5e sujet à présent, E2-3, après le Mali et la Guinée, le syndrome des coups d'État militaires a atteint un 3e pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Gaspard Diamossi. J'espère qu'on ne dira pas de 4 ici. Oui, parce que on dit 1, on dit 2 et on dit jamais 203. Mais quand il y a 3, c'est que la possibilité que 4 arrivent. Donc, espérons qu'il n'y aura pas une 4e fois. Oui, les coups d'État sont condamnables, ça c'est une réalité. Mais il faut prendre les contextes, il faut essayer de les comprendre. Ce qui s'est passé en Guinée, c'est après, je crois, un 3e mandat contesté. Oui. Voilà. Au Mali, c'est la rébellion, c'est un certain nombre de choses, c'est un certain nombre de crises. Je crois que c'est un peu identique à ce qui s'est passé également au niveau du Burkina Faso. Mais quels que soient les prétextes, je crois que les coups d'État sont à condamner. Ce n'est pas une bonne chose, absolument pas une bonne chose. Surtout avec un président élu démocratiquement. Absolument, et on a comme l'impression que nous sommes en train de reculer sur cet aspect de la question. Si aujourd'hui les militaires ont le culot, je dirais, de prendre le pouvoir dans certains pays, et en Afrique de l'Ouest, ça fait quand même 3 déjà, il faut qu'on ait peur de ce qui peut arriver et dans d'autres pays également, parce qu'il suffit d'un petit prétexte pour que les militaires à qui nous avons confié nos armes les retournent. Moi je dis les retournent contre le peuple en prenant le pouvoir et contre le peuple, parce que c'est le peuple qui a élu ses dirigeants. Et s'il y a un problème, il faut s'asseoir, il faut essayer de les régler, pas en prenant les armes et en balayant ceux qui sont là. Et généralement, ceux qui balayent là ne viennent pas faire mieux. C'est aussi ce constat-là qu'il faut faire. C'est sous prétexte de faire une transition et de remettre le pouvoir. C'est des gens qui prennent goût au pouvoir, qui s'éternisent, soit par la voie des armes, soit en organisant des élections truquées et en se maintenant au pouvoir. Bon, moi, aujourd'hui, nous sommes tous impuissants. Nous allons faire le constat de ce qui se passe. Et on a comme l'impression aujourd'hui que cette situation, et ça fend le cœur quand on en parle. On a un peu comme l'impression que c'est la guerre des puissances qui se déplace un peu dans nos pays. Vous allez constater aujourd'hui que derrière ces coups d'État-là, il y a la main d'une certaine puissance, pour ne pas la nommer, c'est la Russie, qui est quelque part en guerre d'intérêt contre les autres pays occidentaux, la France, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont les répercussions de ces guerres d'intérêt qui malheureusement rejaillissent sur nos pays. Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est que c'est bon, c'est très 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 bon de condamner nos frères qui prennent les armes, qui prennent le pouvoir par les armes. Mais dans le même temps, il faut condamner aussi les civils qui, à force de tripatouillage de la Constitution, à force d'un certain nombre de faux coups, confisquent le pouvoir et se maintiennent. Je crois que autant on peut condamner les militaires qui prennent les armes, autant on peut condamner également les civils qui par ces artifices, et justement en s'appuyant sur ces mêmes militaires-là, essaient de se maintenir ad vitam aeternel au pouvoir. Donc c'est tous ces aspects. La responsabilité, elle est partagée. Achille Osso. Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et les pays dans lesquels déjà nous avons assisté à ces coups d'État sont des pays dans lesquels nous avons noté un certain nombre de malaises. Malaise aussi bien politique que social. Et il faut dire que peut-être que pour une première fois, on peut essayer de comprendre. Mais pour une deuxième et troisième fois, ça devient inquiétant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et ça,
ça s'amuse, on amuse avec le sujet sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas, on n'en mesure pas la portée, la dangerosité, parce que c'est un recul sérieux pour l'Afrique. C'est un recul en ce sens que lorsque vous remettez en cause l'ordre constitutionnel, ceux qui viennent d'arriver, il leur faut vraiment du temps, d'abord pour s'adapter au pouvoir, ensuite pour trouver les moyens et les partenaires qu'il leur faut donc pour satisfaire le peuple. Parce qu'en fait, le dernier à qui il faut penser, c'est le peuple. Aujourd'hui, je me demande si au Mali et en Guinée, on s'est permis donc d'enlever ceux qui étaient là. Mais comment on est en train de fonctionner? Est-ce qu'on ne court pas le risque d'arriver à une cessation de paiement de salaire? Et c'est ça qui, maintenant, fait glisser sur qu'on appelle l'incivisme social, sur la rébellion sociale, et qui, enfin, finit par déstabiliser totalement les pays. Aujourd'hui, il faut dire que ce qui se passe devrait inquiéter ou devrait devrait amener tout Africain sérieux, panafricain même, à réfléchir et à nous demander ce qui se passe. C'est vrai qu'il faut que l'Afrique de la zone franc s'arrache à la France, s'arrache à la domination française, s'arrache à l'hégémonie de la France, mais cela, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore trouvé et la bonne manière. Vous ne pensez pas que ça va nous coûter très cher? Mais c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais faire constater déjà que ça nous coûte déjà. Là où on est là, ça nous coûte. Parce que les militaires, je ne sais pas s'ils sont faits pour gérer le pouvoir. Je ne sais pas s'ils sont dans leur couloir, ils sont dans le bon couloir. Je ne sais pas, parce que écoutez, qu'on le veuille ou non, depuis que la démocratie, que les pays africains ont adopté la démocratie, il y a déjà une nouvelle manière de faire les choses. Vous voyez comment ça parle sur les réseaux sociaux? Vous pensez que les militaires peuvent accepter ça? Ça ne peut pas marcher. Et lorsque on empêche le peuple de parler, on installe donc une instabilité totale. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion, très rapidement. Oui, nous allons souhaiter vraiment que l'Afrique retrouve sa stabilité, que ces coups d'État que nous avons constatés ne soient pas un syndrome ou une pandémie qui attaque tous les pays qui ont des présidents démocratiquement installés, que lorsque un président est élu, qu'on le laisse finir son mandat, quels que soient les reproches qu'on a à lui faire. Un mandat a toujours un début et une fin. Donc je crois que ce qui se passe ne devrait pas être, comme on a l'habitude de le dire ailleurs, un printemps. Donc c'est le printemps de l'Afrique de l'Ouest maintenant, après le printemps arabe. Il va falloir que ce printemps laisse la place rapidement à un autre, comment vous les appelez, à une autre période de l'année. Merci beaucoup, Gassoua Diamossi. C'est la fin. Oui, et Achille a déjà fait ma conclusion en place. Je ne ferai que, parce que sa conclusion est évidemment longue, moi je ne ferai que remercier ceux qui nous suivent et leur donner rendez-vous comme d'habitude le vendredi prochain. Merci à Gassoua Diamossi, merci à Achille Ossou, merci au réalisateur Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, sans oublier Ida Sabo à la coordination. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain dans un nouveau mois, bien sûr. Au revoir et à très bientôt.